Alors, deuxième partie, j'aurais pu mettre 200 diapos et, dans le monde entier. Je ne vais pas faire de pub, mais sur Pinterest, il y a un nombre d'exemples, à chaque fois maintenant, qui me font, qui m'angoissent, même tellement il y a de trucs sur le water management, etc. Et tout. On voit que c'est un phénomène mondial. Il y a un certain nombre de pays qui ont été en avance, des villes comme en Australie, je ne sais plus quel comté j'ai oublié. Il y a la ville de Portland en Oregon qui était une ville très pionnière. Il y a énormément d'images d'ailleurs qui viennent de là. Donc un peu partout dans le monde, on a changé ce modèle-là, en Angleterre aussi, enfin voilà, et à des grandes échelles, quelquefois à des toutes petites échelles, etc. Alors ce qui est intéressant à dire, c'est que toutes les échelles comptent. Euh, je vais dire un truc qui est un peu idiot et facile, mais on dit les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais c'est exactement vrai pour ça. C'est-à-dire que changer le revêtement de son entrée de garage avec un revêtement poreux, ben, c'est pas grand-chose, mais c'est un petit peu d'eau. Mettre une petite toiture végétale là-dessus, c'est-à-dire toutes les petites expériences, sauvegarder son eau, ou c'est l'expérience de l'Elia de Bach, tout un tas d'éléments comme ça, peuvent améliorer au final, c'est-à-dire participent d'une manière globale à changer le rapport à l'eau pluviale. On va le voir. Alors, je vais vous faire un petit passage. J'essaie d'organiser ça selon un peu revenir sur un projet historique qu'on a pu faire il y a quelques années. C'est un des premiers grands projets qu'on a pu faire avec cette technique-là. Et puis, et envisager différentes échelles et plutôt un peu des belles images de réalisation un peu dans le monde, un peu partout, de ce que ça peut donner pour donner des idées. Alors, cette photo-là, c'est une photo que j'ai prise en 2014 en repassant dans un quartier qu'on avait commencé dans les années 90, où sur un quartier neuf de presque 700 logements sur 36 hectares, on avait gagné un concours avec cette idée de zéro rejet d'eau qui était déjà demandé. C'est-à-dire qu'en fait, c'était que des pâtures, il n'y avait quasiment rien du tout. Et quand j'ai vu ça, 15 ans après, en fait, je me suis dit, waouh, eh ben, cette petite pâture, et ça, c'est mon assainissement pluvial. Ouais, c'est mon assainissement pluvial. C'est devenu une promenade, les gens viennent des quartiers voisins pour se promener là, etc. Je me dis, maintenant, ça fait plus de 20 ans, c'est presque 30 ans. Alors, en faisant des recherches pour cette exposé-ci, j'ai trouvé un tas de fiches techniques là-dessus. Il y a même des gens qui ont calculé combien de mètres cubes d'eau on avait réussi à infiltrer dans le sol grâce à ça. Alors, j'ai vu un chiffre de 400 000 mètres cubes d'eau qui avait été re-rendu au sol là-dedans. Alors, fait pas par nous, par des scientifiques, mais il y avait je ne sais pas en combien de temps. En tout cas, c'est un projet qui a changé ma vie à moi et à pas mal d'autres qui a pu nous aider à convaincre. Parce qu'en fait, on a eu la chance cette fois-là d'avoir un maître d'ouvrage qui était à l'époque Nexity, enfin Foncier Conseil, c'était comme ça, une ville, la commune de Bois-Guillaume, un écologiste génial, Jérôme Chaïm, qui a écrit beaucoup de livres sur les études d'impact, sur l'eau dans les villes, qui a fait sa thèse, différentes thèses de doctorat sur à la fois le pommier ancien et sur la mare dans le pays cauchois. Et la rencontre de ces, plus un bureau d'études qui s'appelait Infraservice avec Julio da Silva, et puis et moi-même, il y a eu une, vous savez, quelquefois on dit les étoiles étaient bien alignées, et on a pu faire un truc avant les lois sur l'eau, avant tout ça, quoi. Il n'y avait ni loi sur l'eau, ni rien du tout. Il y a tellement eu de telles inquiétudes que la commune, à l'époque, certains membres étant inquiets, ont refait faire une étude à un bureau d'études VRD classique pour voir si ça allait marcher ou pas. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait, mais pour finir, ils n'ont pas trouvé que ça ne marche pas. Et l'expérience nous l'a prouvé parce qu'en plus, il y a eu différents énormes orages. Cette commune a été soumise à des inondations dramatiques et pas ce quartier-là qui a incroyablement supporté ce truc-là. Donc, alors, et ça, on l'a conçu, je vous dis, au moment où on était vraiment, on avait fait 2-3 petites opérations en Normandie, toutes petites. Et la première, d'ailleurs, qui m'est venue, cette idée, en fait, c'était un endroit où il fallait qu'on mette une dizaine de petites maisons groupées. Et il y avait une mare, une vieille mare au milieu, et le client nous avait dit, bon, ça, vous l'enlevez, etc. Je disais, pourquoi on l'enlèverait? On a dit, si elle est là, elle a une raison, c'est de l'eau qui vient. Et on a réussi à le convaincre de garder la mare. Et ce truc-là m'a quasiment ouvert les yeux sur quelque chose. Je crois que j'ai changé ce jour-là. J'ai changé de regard le jour où je me suis dit, mais il y a une mare,
toute seule, elle est là parce que quand il pleut, l'eau va là, comment elle fait? Si on l'enlève, cette eau, elle va toujours être là, ou alors il faut l'assainir. Et ça m'a fait poser tout un tas de questions, enfin, de tout ce cycle, etc. Et ça a complètement changé notre manière de voir les choses. Et c'est devenu un sujet qu'on a creusé et qu'on a pu, pour la première fois sur ce quartier-là, traiter en grande échelle. Alors, ça, c'est une photo ancienne du tout au début. Et vous êtes là sur le plus grand bassin, en fait, parce que à un moment, le plus grand bassin d'orage, en fait, qu'on a réussi à faire ouvert, alors que souvent les bassins d'orage, on imagine un truc avec une bâche noire ou du béton et une grille autour inexploitable. Là, on a un espace planté, alors il était fraîchement planté, c'est un parc, et il y a effectivement quelques jours dans l'année où ce truc-là se remplit d'eau. Ce qui a été difficile aussi dans la démarche, c'était de convaincre au début notre client, c'est que cette place qu'on allait prendre, parce que les tuyaux, ça ne prend pas de place, hein, on les met sous les routes, tandis que ça prend de la place. Ça prend de la place, et sur les 36 hectares, on a consacré 2 hectares de terrain à la gestion des eaux pluviales, enfin, d'un seul tenant, et plus. Et comment on a convaincu le maître d'ouvrage en se disant que 2 hectares, c'était 5% de 40 hectares, et que si j'enlevais 5% de la superficie de chaque parcelle du bâti, que ce soit une maison individuelle, si c'est une parcelle de 500 mètres carrés, on en enlevait 25. Si c'est un collectif, en fait, je peux vous faire tous les calculs. Et tout compte fait, enlever un petit peu de surface à tout le monde, avoir le même nombre de logements et mutualiser tous ces espaces pour les rendre à un usage commun et collectif et avoir un parc, on n'y perdait pas. Et il faut savoir en plus que sur ce truc-là, le maître d'ouvrage a fait son calcul, on faisait une énorme économie parce que ce quartier, pour le moment, n'avait aucun réseau d'eau pluviale, et pour cause, aucun réseau d'eau pluviale, et que si on voulait être dans les normes, il fallait construire 2 km de tuyaux, de fimile, qui auraient coûté une fortune. Et c'est là que l'apport de l'écologue était fondamental. L'écologue, Jérôme Chaïb, il nous a dit, mais pour le moment, cet endroit-là, il n'y a pas d'exutoire. Il n'y a pas d'exutoire. Il y a 2 petites mares à 2 endroits différents. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toute la pluie qui tombe sur cet endroit-là est gérée par le sol existant et va dans les mares qu'il y a là. Il n'y a pas de zone humide. En quoi on changerait ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, au lieu de dire, bah non, ça ne marche plus, il faut mettre des tuyaux, il faut essayer, il faut prendre des ça, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, ben, on va essayer de faire la même chose, on va bâtir, mais on va essayer de garder la même capacité au sol, on va restituer l'eau de pluie au sol, là où elle tombe, au lieu de la prendre d'un endroit où on a imperméable le sol et d'aller l'amener ailleurs, dans une rivière ou dans un... On dit, ben non, elle tombait là avant, elle s'infiltrait, elle était gérée normalement sur ce place, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas une manière de faire la même chose. Alors faire la même chose, ça a été agrandir un peu les mares, faire des zones, alors d'habitude, cette pâture qui était plate, on l'a un peu creusée pour pouvoir stocker la pluie d'orage, justement ces grands événements, mais grosso modo, l'idée, c'était de se dire, il y a une quantité d'eau toujours la même, il ne pleuvra pas plus, enfin, la pluie, par le gros changement climatique, elle est à peu près annuellement la même chose. Au lieu de changer le système, on va plutôt s'adapter à la pluviométrie au sol, comment on peut faire pour retrouver cette organisation. Et alors, je vais le développer encore après. Je vais vous montrer un petit film, ce que vous allez voir. C'est un petit film alors, amateur, c'est nous qui l'avons fait. On est tombé au hasard un jour où il y a eu une grosse inondation à Bois-Guillaume en 2016. C'est le même endroit, vous allez voir comme ça a poussé. Et c'est un épisode d'orage. Est-ce que ça marche? Voilà. Alors ça, c'est au moment où en fait tous les bassins sont remplis. C'est-à-dire qu'en fait, le calcul vise à se dire, à un moment, il y a une quantité de pluie qui arrive sur le sol, et donc on va avoir un volume d'eau énorme, important. Ce volume d'eau, soit on l'avait mis dans un tuyau, il partait d'une station dans un bassin, soit là, on l'a amené dans ces bassins. Et dans ce projet, c'est en fait, comme c'est presque plat, c'est une série de bassins qui s'enchaînent. C'est une série de petits bassins légèrement creusés. Et à un moment, là, tout se met en eau et ils coulent les uns les autres. Alors, vous voyez, ça arrive presque au niveau des maisons, là-bas, juste à ras. C'est bien calculé. On a de la chance. Ce jour-là, la ville a été inondée. Et là, ce qui est incroyable, c'est que je n'ai pas trouvé la photo, mais on a fait des photos le lendemain. Le lendemain, il n'y a plus rien.
Donc ça arrive une fois tous les 10 ans ou tous les 5 ans, ou de temps en temps c'est un peu rempli. Et ces espaces verts, ces espaces de promenade sont complètement remplis d'eau pendant un moment, et les chemins aussi. Voilà, ça coule. Parce qu'en fait, les dispositifs de pluvieux, on les monte toujours par temps sec. Je voulais vous les montrer par temps humide. Donc on a créé en fait un réseau hydrographique de surface, un ensemble, on modèle le terrain, on le plante, mais c'est le parc de tout à l'heure, ça. C'est le parc de la première photo. Bon, les arbres entre deux ont bien poussé. Alors, il faut savoir que ça aussi sont de précieux alliés. Plus les arbres poussent, plus c'est efficace. Vous savez qu'un arbre adulte, ça vous évapore 400 litres d'eau par jour en été. Donc, c'est énorme, à peu près 400 litres d'eau par jour. Donc, il y a une évaporation. L'évaporation est énorme. Ce sont des pompes fantastiques. Et tout ça se vide et va redevenir d'une pelouse utilisable, peut-être pas tout de suite, mais dans les semaines qui viennent, en fonction du climat qu'il va avoir. Donc voilà un système. Alors là-dedans, il y a une partie de la végétation qu'on a plantée, il y a une partie qui est spontanée. On a des regrets, quelquefois il y a des invasives. Et alors, ce que j'ai appris, c'est que l'écologue Jérôme Chaïb a été chargé d'une mission pour retrouver une gestion un peu plus écologique des plantations et de leur évolution. Et comme c'est des systèmes vivants, ils ne sont pas stockés. Alors, ça, c'est des photos des rues autour, des petites ruelles existantes où là, il n'y a pas ces systèmes-là. Et donc, ce sont les rues qui servent de canalisation, on va dire. Bon, après, je vais vous le passer, là. Alors, voilà, donc, voilà comment la pluie sur ce quartier. Alors, on a des erreurs qu'on ne ferait plus maintenant. On a fait un tas de. C'était un premier coup, on a fait ça. Je vais passer ça. Voilà, on va passer à la diapo suivante. Donc, sur cet exemple-là, en même temps, ça veut dire qu'on peut gérer ces problèmes à une échelle extrêmement importante et complètement transformer la ville. Je reviens sur un exemple à Singapour et qui est un projet de l'atelier Dreiseitl. Vous pourrez trouver ça sur Internet, sur le site. C'est en fait, c'est lui qui a fondé un bureau d'études génial, justement, sur la gestion des eaux pluviales. Il a fait des projets partout. En Allemagne, ceux qui connaissent tout ce qui est Potsdamer Platz et tous ces trucs-là, tout le système de pluvial, les bassins, c'est lui. Il a travaillé dans le monde entier. Il travaille à Singapour, c'est lui qui a fait ce projet-là. Il fait un plan global de limitation des inondations à Copenhague en travaillant sur les jardins, des espaces en creux, etc. Cet endroit-là, vous voyez l'échelle, là, ça fait plusieurs kilomètres. C'est pas terrible comme image, je l'ai trouvé. C'était une rivière bétonnée. Vous savez, comme celle à Los Angeles, dans laquelle il y a les poursuites automobiles. C'est-à-dire qu'une rivière complètement entourée de béton. Cette rivière a été complètement cassée. D'ailleurs, le béton a été entièrement recyclé pour faire des emmarchements, des murets, etc. C'est-à-dire recyclage total et transformation en un parc urbain. Alors, on parlait de densité tout à l'heure, la ville avec les densités. Autour, il y a des densités extraordinaires. Vous voyez un petit exemple du bâti qui est autour. C'est-à-dire, c'est un choix. Au lieu d'avoir une ville un peu où la densité est saupoudrée, c'est un peu bizarre, la densité saupoudrée, on a une ville, une grande densité, et au contraire, on a un espace vert commun extrêmement puissant, extrêmement fort, extrêmement large, qui rejoint tout l'ensemble. Ce parc est entièrement inondable, c'est-à-dire que l'eau peut arriver quasiment sous la passerelle. Il y a des dispositifs un peu partout qu'on ne voit pas là, il y a des petites bornes rouges de temps en temps, et quand il y a une alerte, il y a des signaux sonores qui font ça. Il y a aussi en même temps, j'ai mis ce petit panneau sur la droite, c'est-à-dire tout au long de ce parc, il y a une sensibilisation des gens. C'est-à-dire, ça c'est vachement important, c'était aussi de comprendre pourquoi on fait ça et que c'est important. Alors, Singapour, en plus, c'est une ville qui est dépendante, c'est une petite île qui est dépendante pour sa faune, qui consomme plus d'eau pluviale qu'elle n'en produit. Et ils essaient d'inverser le système en créant justement des espaces verts, en mettant des noues partout, en produisant eux-mêmes leur propre eau potable à partir de la pluie. Et donc, il y a une politique radicale là-dessus. Bon, il faudrait
Vous pouvez aller voir, il y a des petits films là-dessus, il y a toute une histoire sur le site, c'est Bishan Park, j'ai écrit le nom, à Singapour, il y a beaucoup de littérature là-dessus, il y a des observations qui ont été faites sur l'augmentation de la biodiversité. Alors, c'est à la fois un parc linéaire pour l'eau, mais aussi c'est un parc du quotidien, c'est-à-dire au pied de chacun des immeubles, il y a des espaces de proximité, il y a des aires de jeu pour les enfants, des aires de sport pour le matin. C'est incroyable comme une infrastructure de l'eau, une infrastructure en fait, de gestion du pluvial et de la crue, est devenue un véritable lien dans la ville. Et alors là, contribue aussi énormément au confort climatique. Parce que là, il y a tout petits arbres, mais c'est récent, hein, ça que à peine ça 4-5 ans, peut-être plus, au maximum. Et c'est un exemple de voir qu'on peut, que ce truc-là peut être conçu, notamment à l'échelle, dans les extensions urbaines qui vont être nécessaires pour accueillir toutes les populations urbaines. C'est penser la ville complètement différemment, en incluant dès le début, sur les tracés naturels, sur les talwegs, de trouver ces grandes infrastructures qui font le lien, qui font les promenades piétonnes, qui font le confort de vie, le sport, le jeu, le loisir, etc. Tout se mélange à la fois des fonctions techniques, des fonctions climatiques et des fonctions d'usage et de vie sociale et de beauté, et en plus d'écologie, de corridors, parce qu'ils ont fait des observations, l'augmentation de la biodiversité, nombre d'insectes, d'oiseaux, de papillons, de poissons dans la rivière, etc. Et tout, de l'enrichissement du milieu, le nombre de végétaux qui sont venus là, c'est incroyable, le milieu s'est énormément enrichi, et c'est ce qui peut arriver partout. Dans ce même parc, il y a tout un endroit, et c'est l'utilisation du fameux biofiltre, je vous le montre, c'est comment il y a quelques étangs en fait là-dessus, et ces étangs sont purifiés naturellement, ils communiquent l'un dans l'autre. Et vous voyez les murs de soutènement, là, ils sont faits avec les récupérations des dalles de béton de tout ce qui était les ouvrages existants, routes, canaux, canalisations, rivières bétonnées. Et au-dessus, vous avez organisé presque comme des jardins fleuris, où on reconnaît des papyrus et d'autres plantes exotiques derrière. Ça, c'est un biofiltre, c'est-à-dire que les eaux des bassins sales au milieu traversent ça en plusieurs couches, et ça amène une eau extrêmement propre, tout en faisant un jardin. Alors, vous voyez, on peut rendre quasiment aussi en même temps une espèce de station d'épuration naturelle qui devient belle à voir, qui devient un jardin, et qui a à la fois donc une fonction technique, une fonction esthétique, et qui contribue à l'enrichissement et à l'amélioration de l'eau de cet ensemble, et à infiltrer de l'eau de meilleure qualité. Je passe encore là-dessus. Autre exemple avec une échelle un peu inférieure, alors ça c'est un projet qu'on a pu mener avec Christian Charignon, je crois que vous avez déjà pu suivre une bulle, donc c'était Techné qui était architecte urbaniste de cet ensemble, et nous on les a secondés pour certains aspects urbanisme, tout le paysage et les infrastructures. C'est quand même un quartier sur 60-80 hectares, j'ai oublié, mais 4000 logements à terme, à La Réunion, avec une pente de 8%. Et là, dès le début, dans toutes les études, c'est là l'importance aussi des... j'ai oublié les études, j'ai oublié le nom des études environnementales, pas les OAP, merde, excusez-moi. Approche environnementale de l'urbanisme, c'est l'approche environnementale de l'urbanisme qui a d'un seul coup mis en avant garder tout l'ensemble, toute la topographie du lieu. Et de dire, on ne construit pas sur les ravines naturelles, etc. Alors là, à La Réunion, plus on a des pluies abondantes, plus des pluies cycloniques. Et les pluies cycloniques, c'est quelque chose d'absolument infernal. Je suis arrivé, la première fois que je suis venu là, je suis venu là, 2 jours après les pluies cycloniques, tout était défoncé partout, etc. Et la solution n'est pas de mettre des tuyaux de plus en plus gros, n'est pas de bétonner les rivières comme ça a été fait auparavant, mais de changer encore de modèle, au contraire de dire quand il pleut, l'eau coule à cet endroit-là, et on voit sur ces images, je sais pas si, ma flèche elle fonctionne, je ne sais pas si vous voyez, on voit, ça c'est des ravines naturelles d'écoulement, hein, de l'eau qui vient de la colline du volcan. Il y a des endroits où on disait, certaines de ces rivières ont été bétonnées, transformées en égouts. Là, dans le projet, on a dit au contraire, il faut leur donner de la place. On sait qu'il y a des crues, plutôt que de rétrécir, il faut donner de la place et créer des parcs linéaires qui vont servir à ça. Alors, par exemple, dans la conception urbaine, et là c'est un seul exemple de plan que je vais vous montrer, en coordination avec Techné, on a bâti un plan qui tenait complètement compte de la topographie et dans lequel tout le réseau pluvial de surface est intégré dès le début. C'est-à-dire que ce n'est pas une composante qu'on rajoute
après, c'est-à-dire le réseau des rues et la topographie, les bassins, les nous, tout est lié. Et alors, en bleu foncé, on aperçoit c'est tout le système des bassins. En bleu clair, ce sont toutes les rues qui sont parallèles aux courbes de niveau presque, qui vont être équipées de nous, qui vont, elles, prendre l'eau qui descend de la montagne, les ramener dans ces bassins. Et en petit pointillé, c'est les plus petites rigoles. C'est-à-dire, on fabrique un vrai réseau et qui vient même, on ne le voit pas sur ce plan, même de la gouttière. C'est-à-dire, tous les architectes doivent nous montrer le chemin de l'eau. C'est-à-dire qu'on n'a jamais rien enterré. Où la gouttière est enterrée, ou la gouttière est apparente, elle arrive dans le jardin. On veut suivre la goutte d'eau de la toiture jusqu'à la rivière, jusqu'en bas. Et on est sûr qu'elle ne sera jamais polluée, qu'il n'y aura pas de branchements sauvages. Et on va pouvoir la traiter à tous les endroits et même la valoriser. Retrouver une gargouille marrante quand il pleut, etc. Et tout. Donc, c'est un système complet où le réseau hydraulique de surface, entièrement de surface, de la toiture jusque dans les espaces verts, est une composante majeure de composition du plan masse avec la topographie. Et ça, c'est le tracé, les grands tracés qui sont là, sont les tracés des ravines, de la topographie. Les architectes, Christian Chérignon, ils ont placé un peu toutes les places publiques sur les parties les plus plates, avec les belles vues. Ben voilà, il y a tout un système. Alors, à droite, l'image, c'est une image de ce petit Talweg-là. C'est un petit Talweg qui... Et là, dans le cœur des îlots, on a créé un chemin piéton. Ce chemin piéton accompagné d'une noue. On ne voit même plus, parce que là, les plantes tropicales, c'est génial, ça pousse à une vitesse dingue. Ça, c'est une plantation qui ont 2 ans. Et en fait, ça, c'est un escalier d'eau. Pour ne pas alourdir, je n'ai pas mis ces diapos-là, on verra après, c'est un escalier d'eau. Toutes les eaux, je ne sais pas si on voit, alors les cœurs d'îlots bâtis traitent leur eau dans leurs jardins, qui sont des jardins de la pluie, qui va, la pluie privée, on va dire, arrive après dans nos écoulements et vont rejoindre après la ravine qui est là-bas. C'est-à-dire c'est pour ça qu'il faut une grande coordination urbaniste, architecte, constructeur, etc., tout le monde, pour concevoir ça comme un tout, y compris les niveaux des rez-de-chaussée, les niveaux des toitures, comment ça arrive, etc. C'est plutôt le système où on fait un bâtiment, puis après, on creuse ce qu'il faudra pour faire mettre le tuyau et la l'eau. Non, on doit penser comme une goutte d'eau. On doit penser comme une goutte d'eau, où vais-je? Quel est le chemin que va prendre une goutte d'eau dans cet endroit-là? Alors, je vais vous montrer un petit truc. Alors, l'idée aussi, c'est quand il pleut fort. Alors, quand il pleut fort, c'est assez étonnant, c'est vraiment costaud. Et dans la ravine principale, on a dû faire un certain nombre de barrages pour pouvoir stocker l'eau temporairement. Et c'est des barrages en gabion qui sont faits, dans lesquels on a eu l'idée au dernier moment de mettre quelques tuyaux dans le truc. On se disait, il faudrait en plus que ça soit un peu marrant, c'est-à-dire mettre en scène la pluie. Alors, je vais vous montrer, c'est quelques images sur une pluie tropicale. Donc, il pleut, les bassins sont remplis, et ça, c'est ce qu'on appelle le débit de fuite en termes techniques. Mais au lieu d'en faire un ouvrage tout à fait pas marrant et technique, on a une petite cascade qui se fait. Même cas, même ici. Là, c'est quand notre noue principale arrive à côté d'une place centrale. Il y a un bistrot, alors ça, c'est juste après les travaux, donc c'est pas très fini. Mais dans la noue qui a été créée, on a mis une lame d'eau. Je ne l'avais jamais vu marcher pendant 2 ans. Et ce jour-là, ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a une cascade. Et alors, c'est marrant parce que les gens venaient voir la cascade et venaient boire un café autour pour voir ça, qui est juste, c'est une mise en scène, vous voyez, au lieu de la pluie, il n'est plus un ennemi. C'est le réseau d'eau pluviale. Bon, les plantations sont toutes récentes. Et c'est la terrasse du café qui est là. Et alors, d'ici quelques années, là, on aura des très grands arbres, on sera tout ça dans l'ombre, et ces coulées vertes de la pluie sont comme des parcs linéaires qui traversent tout le parc. Alors là, on a travaillé avec Michel Reynaud, qui est un architecte paysagiste extraordinaire, qui m'a énormément aidé, parce que j'y connaissais rien en plantes tropicales et en plantes endémiques, pour en plus trouver toutes les plantes adaptées pour résister aussi à l'érosion. C'est-à-dire, en fait, on a copié la nature, encore une fois. On est allé voir les ruisseaux et les rivières qui fonctionnaient bien, qu'est-ce qui pousse, comment les rochers sont accrochés, comment ça marche. C'est-à-dire que le vivant s'adapte tellement aux situations qu'il faut en apprendre énormément de ce qu'on observe sur le vivant. Alors, on a quand même des endroits complètement minéraux, comme celui-là, qui est une place de marché, c'est la place du marché. Bon, là, elle est vide, j'ai pas exprès la photo vide. L'idée, c'est que la place du marché, d'ici 4-5 ans, soit entièrement sous les ombrages, c'est-à-dire que, du coup, pas d'échauffement du sol. On a mis des revêtements ni trop clairs pour éblouir, ni trop foncés pour pas trop stocker de chaleur. Ça, c'est pour la lutte confort climatique, c'est-à-dire que les sols noirs absorbent énormément.
Et l'idée, c'est qu'il n'y ait aucun arrosage, mais que c'est la pluie qui arrose les plantes. Et ce que vous voyez là, la grille, là, en fait, il y a une pente transversale régulière de la place. Toute l'eau de pluie qui va là rentre dans cette grille, et cette grille ne va pas à un assainissement, mais vient nourrir avec des drains toute notre fosse de plantation qui fait toute la largeur de la partie pavée, qui est remplie d'un mélange de terre-pierre, c'est-à-dire que en fait, on arrose. S'il n'y avait pas eu notre revêtement de sol, les arbres auraient profité de cette pluie qui serait tombée dans l'herbe. Là, en fait, on fait pareil, on la recueille sur le sol, on l'amène et elle va, elle retrouve, elle rentre pour alimenter les végétaux. Ça marche maintenant depuis 6 ans, ça marche super bien, il pousse bien, il pousse bien, même quelquefois un peu trop, ça commence à se lever. On a mis, pour la biodiversité, on a mis 13 sortes d'arbres différents qu'on a choisis, et de manière à faire dans quelques années une canopée. Et on est content parce que déjà ça commence, les gens viennent le soir, même là on évite le soleil et se mettent sous les ombrages. Donc vous voyez, avec cette même démarche, on peut faire des choses très différentes. On peut faire des espaces verts quasi naturels, et aussi avec cette même démarche, on peut faire un truc qui n'a absolument pas l'air d'être un dispositif de gestion de l'eau pluviale, mais qui l'est en fait, c'est-à-dire que là la technologie est cachée, mais on réinfiltre quand même l'eau. Et l'excédent d'eau, il s'infiltre naturellement dans le sol. Je continue. Alors, cette gestion de l'eau est une constante de toute la démarche écoquartier. Parce que, évidemment, on s'est rendu compte que c'était fondamental. Ceux qui ne le connaissent peut-être pas, mais le quartier de Zac de Beaune à Grenoble, et celui-là, avec ce bassin qui est au milieu. On voit d'ailleurs, c'est Jacqueline Dostie qui a fait tout ça, hein, on voit d'ailleurs l'utilisation des arbustes aussi pour faire la filtration, comme dans une piscine naturelle. J'aurais pu citer d'autres quartiers, le quartier du Raquet qui est fait avec Seurat, avec la Seurat, avec David Mangin et Florence Bougnou et Atelier D d'ailleurs, auquel on a tout un système de nouilles urbaines, mais j'en ai trop à montrer. Enfin, pour moi, il n'y a pas de quartier nouveau sans cette démarche intégrée. Alors aussi, une autre dimension, c'est qu'il n'y a pas que la ville, même les parcs d'activité, l'entreprise, aussi tout ça peut changer grâce à ça. Au lieu d'avoir des zones d'activité moches et tristes et qui ne servent qu'à ça, on peut complètement faire de la gestion des eaux pluviales un système de parcs et de jardins qui va faire en plus améliorer le confort et la vie quotidienne des gens qui y travaillent. On est de plus en plus sensible à ça. Donc, manger le midi son sandwich dans la verdure, c'est vraiment génial. Contribuer aussi à une meilleure gestion de l'eau, à épurer l'eau, réinfiltrer, etc. Et ça, c'est le parc technologique de Saint-Priest, qui fonctionne avec un système de noues partout, qui marche vachement bien, avec un bassin complet, roselière, etc. Et tout. Le complément de pluie, en cas de pluie centenale, il y a même des terrains de foot qui peuvent être inondables, qui peuvent avoir 20 cm de terrain. C'est-à-dire que si on peut faire un endroit qui n'a pas l'air d'être un recueil d'eau pluviale et qui l'est, c'est-à-dire une grande pelouse de terrain de foot où l'excédent d'eau pendant quelques heures dans la grande crue, ce jour-là, on ne joue pas au football en général. Et voilà, donc on peut trouver des manières de faire ça sans que ça se voit. Ça c'est un parc technologique qui est à la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq avec François Gretter, justement j'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est sur 140 hectares, il y a 20 hectares de logement et 100 hectares de zones d'activité. Et tout le plan a été conçu à partir du pluvial. En fait, ça c'est la limite entre l'habitat et l'activité. Et ils sont réunis par un parc, ce parc autour d'une espèce de digue. Et cette eau-là, pour le moment, c'est l'eau des 100 hectares. C'est l'eau qui est amenée par les 100 hectares de zones d'activité à travers tout un réseau de l'eau public et privé. Et d'ailleurs, là, la solution de l'entretien a été trouvée d'une manière marrante. On a essayé d'avoir une surface, à mon avis, je me rappelle bien, de plus de 30 hectares pour qu'elle soit rentable à être exploitée par un agriculteur qui récolte le foin. C'est-à-dire qu'on a quasiment un usage agricole. Comme au parc technologique d'ailleurs de Saint-Priest, tout le grand mail central est géré par un agriculteur qui fait les foins et qui coupe l'herbe. C'est-à-dire que ça permet aussi de ne pas être dans toutes les espaces verts. Enfin, celui-là fonctionne très bien, je continue. À un niveau un peu plus petit, on peut faire, dans une entreprise, là c'est à Écully avec Sud Architecte et puis nous-mêmes,
On avait un terrain qui était une ancienne décharge. Le Grand Lyon voulait 0 rejet de pluvial, ce qui n'est pas logique, parce que même dans un terrain naturel, il y a toujours un peu d'eau pluviale, mais on a quasiment atteint l'objectif. C'est-à-dire qu'en fait, on a fabriqué un bassin autour qui a à la fois le bassin aussi d'incendie et tout. Toutes les autres parkings, etc. Alors, on a un système double avec une première noue qui est ici, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, où les eaux sont un peu moins propres. Et ça, ce petit merlon qui est là, enfin, sont moins propres, elles peuvent être un peu polluées par leur vêtement de sol, même si on a mis un vêtement de sol poreux. Et ça, c'est un cordon fait de terre, de sable et de gravier, avec des plantes dessus, et l'eau percole. C'est encore un filtre végétal. Ça, c'est une technique d'ailleurs que j'ai copiée de Dreiseitl, qui a fait ça dans tous les bassins qui sont à Berlin, où on a l'impression que c'est des bassins naturels, mais en fait, c'est la gestion de l'eau. Et il y a les roselières sont disposées de telle manière que quand l'eau augmente d'un côté, elle traverse la roselière et elle fait aussi une filtration. Donc, on peut, des techniques et l'inventivité est sans limite là-dessus. Alors, ça, c'était créé du neuf, c'était inventé. Et il y a aussi tout ce phénomène de retrouver les rivières et les ruisseaux qu'on a soigneusement enterrés, quelquefois fait disparaître, dont on ignore totalement même qu'il y avait une rivière. La ville a coupé la continuité, le corridor. Je sais qu'à Lyon, il y a des rivières qui sont restaurées. Ça, c'est à Tübingen, un écoquartier qui s'appelle Mühlenviertel. Et il y avait des anciennes entreprises là-dedans. Et ça, c'était de l'eau pas terrible qui alimentait dans des tuyaux les usines. Et c'est redevenu un élément central au cœur du quartier. Et c'est à la fois un élément décoratif et agréable de parc, mais aussi tous les bâtiments, tout ce qui est autour, se connectent avec des systèmes, des cœurs d'îlots, c'est un peu filtré dans des filtres, les jardins intérieurs d'îlots sont un peu filtrants avec des arbres, des graviers, etc. Et, tout. Et cette eau revient là. C'est-à-dire que là, le réseau hydrographique existait, il a été restauré, rénové, épuré, et le nouveau quartier s'est servi de ça pour venir rapporter naturellement ces eaux de bonne qualité et alimenter, comme ça devait l'être avant, avec les pâtures autour, alimenter une ancienne rivière existante et retrouver quelque chose de naturel. Alors, en plus, je vous conseille d'aller, je ne sais pas si Dominique Gozin-Muller elle écoute, mais à Tübingen, il y a 3 ou 4 écoquartiers vachement intéressants et dans lesquels cet aspect-là est toujours associé et qui donne une qualité de vie remarquable. Ça se fait à grande échelle un peu partout. C'est un phénomène global et mondial. Partout. Pourquoi ? Parce qu'en ville, on a besoin de retrouver d'un seul coup ces promenades. Pourquoi s'échapper de la ville pour aller les week-ends en voiture, aller dans la campagne, alors qu'on pourrait en pleine ville retrouver ces rivières? C'est ce qui se passe à Lyon avec l'ouverture des berges du Rhône ou des berges de la Saône. D'un seul coup, on veut dire qu'on peut passer son week-end en ville parce qu'on a transformé ça, et notamment grâce aux berges des rivières et aux rivières. Ça, c'est une ancienne rivière. C'est sur 6 km, 5 km 8, il me semble, réouverture complète d'une rivière existante et transformation de ça en un véritable îlot de fraîcheur, îlot de beauté, îlot de calme, îlot de verdure, avec une rivière qui était auparavant complètement enfouie dans un tuyau. On a fait des études, nous, pareil, à Genève, sur 3 rivières, là, de les réouvrir. Et je pense que c'est une tendance forte, c'est une tendance lourde. Ça permet aussi, l'eau allant toujours du point haut au plus bas, et elle vient d'un élément plus naturel avant, de retrouver des connexions. C'est-à-dire que si on peut retrouver des chemins qui, directement de la ville, vous permettent de retourner dans la nature en suivant la rivière. C'est ce qui arrive à Lyon. Je veux dire que quand on prend les berges du Rhône en vélo, on peut se retrouver à Miribel où on trouve les castors, et après on peut remonter tout le Rhône quasiment jusqu'à Genève. Le réseau hydrographique, il a une évidence dans nos territoires. Et dans nos territoires morcelés par la ville, des infrastructures routières, ferroviaires, de toutes sortes, qui, elles, s'affranchissent en fait de la géographie. Enfin, l'eau, elle reste un élément fondamental parce qu'elle suit la topographie, elle va du haut vers le bas en suivant le plus court chemin qu'il faut. Et c'est, à mon avis, le grand tissu conjonctif de notre territoire. De plus en plus, d'ailleurs, dans les plans d'urbanisme, on réfléchit en termes de bassin versant, c'est-à-dire que plus en territoire administratif, mais une rivière est un tout, de la montagne à la mer, et de penser, de
repenser à cette continuité hydraulique qui, à un moment, a une parenthèse urbaine, traverse la ville, et dans cette traversée de la ville, au lieu qu'elle soit endiguée, embrigadée quelquefois, mais ayant même disparu dans les tuyaux, c'est très très intéressant pour la vie quotidienne des gens, pour la beauté, pour la continuité, d'un seul coup de réouvrir et de réutiliser ce potentiel extraordinaire que peut être la rivière, l'eau, les végétations associées dans la ville. Ça peut être très modeste, c'est des collègues paysagistes qui ont fait ça à Châteldon. Vous voyez, une petite rivière qui est d'un seul coup qui est réaménagée, qui est remise en scène. Ce qui est intéressant ici, on a un sol poreux, vous voyez, une porosité du sol augmentée, des jeunes arbres. Et d'un seul coup, la ville n'est plus la même. Bon, là, on ne peut pas dire que ce soit une ville extrêmement dense, hein, mais imaginez ça même, on pourrait même imaginer ça, on peut ramener des immeubles de 10 étages à côté. Ça change complètement la perception d'un endroit et son climat aussi. Ça apporte une fraîcheur estivale extraordinaire. Donc, j'ai fait une petite conclusion quand même en disant, vous vous rappelez ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, des exemples, il y en a plein, j'espère que vous allez nous en proposer des autres. J'ai eu l'embarras du choix, mais j'étais limité en temps. Il faut bien se rappeler que cette démarche, effectivement, c'est à la fois une démarche multiparamètres. Et on voit que quand on s'occupe de l'eau, on s'occupe du végétal et on s'occupe du climat. Et tout ça rejaillit sur la qualité de la vie globale de notre vie en ville et de tous. Les fondamentaux, pour moi, je les ai écrits, mais je voulais dire quand même, c'est cette idée de retrouver le chemin de l'eau, c'est-à-dire ne pas contrarier la topographie et s'en servir comme un atout. Et quand il y a un plan, quand on a une extension à faire, on regarde où passe l'eau, où elle passera toujours là. Et si même un terrain est sec pendant des années, c'est ce qui arrive dans le Midi d'ailleurs, on ne voit pas. Et puis le jour où il y a le gros orage, dans les endroits secs, ou quand on est au Maroc ou dans des coins secs, ben, les oueds, on sait bien, il y a des rivières qui sont sèches pendant toute l'année, puis d'un seul coup, elles sont remplies. Si on ignore ça, eh ben, on sait qu'il faut que l'eau va retrouver sa place. Pour qu'on la valorise et qu'on ne la gâche pas, d'un seul coup, qu'on ne commence pas à la polluer ou à la mélanger avec autre chose, eh ben, il faut que son parcours soit visible tout au long. Et visible tout au long, c'est une réinvention, même dans l'architecture. Je ne vous ai pas parlé là, mais des gouttières, etc. Il y a des architectes qui ont fait ça, que ce soit Le Corbusier, Glenn Murcutt, Philippe Madec récemment, qui mettent en scène, le toit devient un impluvium, la sortie de l'eau est mise en valeur. Je n'irai pas jusqu'aux les chaînes des années 70, mais c'était ça, l'eau est visible, elle ne part pas dans une espèce de gouttière qu'on essaie de planquer tant bien que mal, ou dans une conduite d'eau intérieure d'un bâtiment. Non, on la voit, on la sort, et tout au long de son parcours, on peut la suivre et la voir. Bon, le sol vivant, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas tout vous redire. Utiliser partout ce pouvoir épurateur, c'est-à-dire c'est génial, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des grosses stations d'épuration, on peut avoir le plus d'eau possible qui retrouve au milieu et qui va retourner à la terre. Je repense à ça, je sais qu'il y a la ville de Paris qui a une politique incroyable sur toutes les cours d'école, de transformer toutes ces cours d'école justement en oasis, en recyclant l'eau, voilà, une transformation radicale des cours de toutes les écoles pour les rendre poreuses, perméables, jouer l'eau, arbres, végétaux. Donc, vous voyez, on peut avoir un tas de politiques pour ça, à toutes petites échelles, jardins, etc., pour utiliser tout ça. Alors, j'en ai pas trop parlé, mais on a un problème de nappe phréatique, effectivement. Alors, c'est pas immédiat, mais ça permet aussi, toute cette eau, quand la ville est imperméable et que l'eau, on l'envoie à la rivière, eh ben, elle ne pénètre plus dans le sol, créant parfois d'ailleurs des désordres, parce que le sol avant était plus humide que maintenant. Donc, ça, c'est vraiment important de pouvoir que le sol, la terre, même au milieu urbain, puisse avoir une certaine dose d'eau qui va aller dans son sol pour lui garder son hygrométrie, réalimenter les petites nappes de surface qui sont vraiment très utiles. Tous ces trucs-là vont contribuer à diminuer les risques d'inondation parce qu'on change, au lieu d'avoir ces systèmes qui concentrent l'eau dans des tuyaux de plus en plus gros et qui concentre les flux, aussi bien par l'imperméabilisation que par ces tuyaux. Avec d'autres techniques, on va traiter l'eau là où elle tombe et pas au bout. Vous voyez, si on la ramasse partout où elle tombe et qu'on ne l'achemine pas d'un seul coup vers le bas, eh ben, la diffusion de l'orage, de la pluie, elle est répartie, elle n'est pas concentrée en un point. Donc les inondations diminuent. Alors, bon, évidemment, l'arbre, c'est vraiment l'élément principal en milieu urbain. C'est lui qui va être le plus efficace pour apporter
faire cette évapotranspiration, apporter ce confort, cet ombrage, etc. Tout. Alors, la toiture végétale aussi est un bon outil qui contribue au confort climatique. Il y a des villes comme à Chicago où c'est une stratégie pour, s'ils ont un climat extrêmement sec en été, c'est-à-dire qu'ils ont une politique systématiquement de végétalisation des toits pour changer le climat urbain. Et puis partout, augmenter la porosité de la ville, c'est changer peut-être nos voiries, des voiries moins larges, donner la juste place à sa voiture. Plus la voirie est large, plus on roule vite. Partout où on peut gagner du terrain, mettre du sol poreux, on le peut. Changer les techniques urbaines de constitution du sol et des chaussées. Et surtout, augmenter tous les contacts entre le ciel et la terre. Ce qu'on retrouve dans pas mal de PLU maintenant, où on vous dit on veut moins 30% ou 40% de pleine terre sur un sol, c'est dans cet objectif-là. Et ça n'est pas incompatible avec la densité. Ça veut dire que c'est contre l'étalement, contre le bâti plat qui prend beaucoup de sol. C'est plutôt du bâtiment d'une certaine hauteur, une ville. Et là, on peut, là d'où je vous parle, à la Croix-Rousse, on est dans du R+6, R+7 partout. Et c'est une ville extrêmement dense, mais tout compte fait, avec énormément d'espace disponible. Donc, on peut combiner les deux. C'est une question de coefficient d'emprise au sol et de manière d'envisager ce rapport entre une partie du sol qui respire, qui est en contact avec la terre, qui est en contact avec le sous-sol, et une partie imperméable, le bâti. Question de dosage, et ce n'est pas l'ennemi de la densité, au contraire, et les exemples comme les grandes villes comme Singapour par exemple, ou d'autres villes, le montrent qu'on peut réussir ça. Et ben voilà, j'ai fini. Ah oui, j'en avais une dernière. Je n'avais pas pensé au climat sec. Ça, c'est un lycée qu'on a pu faire il y a des années. C'est un lycée à Manosque. Et toute la cour, en fait, est un impluvium sur une rivière sèche qui marche de temps en temps avec des végétaux. Il n'y a aucun arrosage. Et donc, là, quand il pleut, quand il y a le gros orage à Manosque, toute cette eau va dans cette rivière qui est au milieu de la cour des élèves. Alors, ça, c'est une photo juste après chantier. J'espère que ça va bien pousser. Ça veut dire qu'aussi, il y a plein de réponses possibles dans les problèmes secs. C'est toujours pareil, c'est la démarche. Il y a des endroits où on va essayer de la sauver, cette eau, et d'autres endroits où on va essayer de la rendre au sol. Bon, j'ai l'impression d'avoir dit pas mal de choses, mais un peu en vrac. On pourra développer le sujet, mais voilà, donc j'en ai terminé. Le sujet est passionnant et peut être prolongé par la suite sous diverses formes. Merci beaucoup pour ce voyage au fil de l'eau. Donc, comme élément un peu marquant qu'on peut retenir, c'est l'eau comme lien dans la ville, et aussi ton invitation pour faire face aux réticences, notamment culturelles, de l'eau comme lien dans la ville, de mettre en scène l'eau. Donc, on a eu bien sûr des questions et des remarques. On ne va pas avoir le temps de toutes les prendre parce que c'est pour… je suppose qu'il y en a, oui. Ouais, pour des questions d'emploi du temps. Mais voilà, on a essayé d'en sélectionner quelques-unes qui soient un peu emblématiques dans leur thématique. Peut-on stocker, donc sur le stockage de l'eau de pluie, peut-on stocker l'eau de pluie pour des usages locaux comme l'arrosage, les toilettes, le lave-linge, comme les citernes d'autrefois? Oui, tout à fait. Il y a même il y a toutes sortes. Alors, c'est pas toujours bien vu des distributeurs privés d'eau, notamment en France, par exemple. Mais c'est des choses qui sont faites. Je sais que dans la rue Garibaldi à Lyon, les anciens tunnels de la rue Garibaldi sont devenus des réserves d'eau alimentées par les nous, et ça sert à l'arrosage. Donc aussi, ça peut se faire. Alors, c'est pas forcément une économie d'eau, mais c'est plutôt, je pense que c'est un espèce d'élément vertueux de montrer qu'on peut le faire. On a déjà essayé de faire plusieurs fois, et pour finir, voilà. Ceci dit, les bureaux à Saint-Priest qu'on a à Saint-Priest, toutes les toilettes, tout est alimenté par les eaux de pluie de la toiture. Hein. Alors en Allemagne, ça faisait 25 ans qu'ils faisaient ça, même 30. En France, c'était un peu, il n'y a pas si longtemps que c'est autorisé. Mais voilà, donc ça marche. Il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de craintes des autorités sanitaires du mélange des réseaux. C'est-à-dire que quelqu'un, un jour, ne sachant pas, mélange le tuyau du réseau d'eau pour alimenter sa machine à laver, par exemple. Alors, si c'est pour arroser un jardin, en général, il n'y a pas de communication.
Mais l'eau de pluie pourrait laver sa voiture avec de l'eau douce ou même pisser dans de l'eau potable. Je veux dire, quelquefois, c'est choquant comme. C'est comme ça. Donc, ça se fait. Ça se fait. Et les endroits, on le fait. Je ne sais pas ceux qui connaissent l'architecte Glenn Murcutt, qui construit des maisons dans des coins désertiques. Sa maison est entièrement presque un réceptacle d'eau, où je pense à la maison romaine avec l'atrium, ou dans un endroit où c'est sec, où la maison elle-même est un outil pour recueillir l'eau de pluie, pour s'en servir. C'est-à-dire que là où l'eau est rare, en Grèce, enfin, j'ai eu un tas d'exemples, pas tous qui me viennent, mais je sais qu'à Auroville aussi en Inde, ils font des citernes dans le sol avec l'eau qui arrive, etc. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'eau potable, avant, ben, on la conserve et il faut faire. Voilà. C'est vachement intéressant. Par contre, il y a un discours des distributeurs d'eau absolument invraisemblable qui disent oui, mais vous êtes des mauvais citoyens si vous faites ça, parce que vous consommez moins d'eau que vous ne payez pas, et vous faites des économies, mais sur le dos des autres gens, parce que le coût d'entretien du réseau, il est réparti à tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir faire ça. J'ai assisté à un colloque de Veolia un jour, et c'était vraiment incroyable, quoi. C'était méchant de faire ça, parce que c'était un truc au détriment du bon peuple. Sauvegarder l'eau, économiser l'eau potable en gardant de l'eau de pluie, c'était péché, quoi, en fait. Bref. On avait une question sur l'opération de Beau Séjour, sur le budget assainissement. Est-il comparable à un projet classique sur le montage? Tout à fait, parce que ça a été la condition. Parce qu'en fait, c'était un projet qui était parti avec un bureau d'études, un gros bureau d'études national, qui avait fait un truc pas mal, mais hyper classique. Le maître d'ouvrage a eu des doutes après, d'ailleurs, la formation au CUE, et notamment après l'intervention de Christian Charignon sur l'urbanisme. Et c'est pour ça qu'il a questionné Christian Charignon, qui m'a associé à cette démarche en nous disant est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement que ce qu'on a prévu? On a donc proposé ce schéma-là, et le maître d'ouvrage a dit mais moi j'ai mes budgets de ZAC, ils sont tout faits, je veux savoir où on va. Et donc on a fait tout un travail. En fait, on n'était pas plus cher, on était au même prix. On était au même prix, mais encore une fois, on ne met pas l'argent au même endroit. Et donc, c'est une stratégie générale, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une économie globale de projet. Limitation des terrassements, utilisation de la topographie. Voilà, il faut penser autrement, c'est-à-dire qu'on ne pense plus avec des gros moyens, oui. Puisqu'un tuyau est profond, bon, on va raser la colline pour que ça aille mieux. On va pas. Au lieu de faire 2 profils de voirie et on y va, ben on a là-dessus, je crois qu'on a 17 ou 19 types de voiries différentes en fonction de la largeur, de la noue, de la topographie. C'est un autre boulot, mais on a fait une économie globale en terrassement, en tuyaux, en pompe, aucune pompe de relèvement, rien du tout. Tout ça, c'est une catastrophe, ça coûte de l'énergie, ça coûte cher, c'est dur à entretenir. Et donc, alors, ça, c'est très important. Économiquement, on passe tout le temps, et on en est sûr, les privés, ils ne nous feraient pas travailler si c'était plus cher. On peut convaincre avec ça. Alors, on a encore des remarques, des questions qui nous arrivent. On va devoir passer à nos mots de conclusion et on fera suivre à Didier, évidemment, vos remarques et vos contributions. Merci Didier de nous avoir fait voyager et vivre cette ville poreuse idéale au frais sous sa canopée. On s'y projette et de nous avoir partagé ton travail avec l'enthousiasme et le bagou qu'on te connaît. Tu nous l'as rappelé, l'eau est une ressource nécessaire aux vivants, un élément fondamental du climat planétaire. Nos modes de vie, de consommation, de construction, de déplacement contribuent à sa raréfaction et à déstabiliser les équilibres naturels. C'est une ressource à préserver qui impacte notre confort et la viabilité de nos villes et qui, par l'aménagement qu'elle amène également, est porteuse de mieux vivre, de beauté et de vivre ensemble dans les espaces de vie pour les habitants. Merci de nous avoir... Notre résumé, il est mieux. On essaye d'extraire l'essence. Donc, merci de nous avoir emmenés sur ce fil de ce chemin de l'eau et de nous inviter à penser comme une goutte d'eau ou encore comme un arbre, comme le suggère une participante aujourd'hui. Et avec... je remercie tout le monde aussi. C'est un peu bizarre de parler à son écran, mais... c'est un exercice. Voilà, si ça peut aider ou les gens ou à regarder différemment leur environnement, se dire mais oui, on pourrait faire ça. Et toute petite action compte. Ça, c'est ce qui est génial là-dedans, c'est qu'on peut faire la plus petite action va être payante.
Et en fait, oui, on te fera suivre les très gentils mots qu'on reçoit aussi en retour et qui vont dans ce sens-là, dans le fait que ce que tu amènes, c'est inspirant et ça donne des idées aussi pour la suite. Voilà, et c'est vrai que nous, on a une attention très, très particulière pour le projet de Beau Séjour à La Réunion, où c'est le génie du lieu qui a donné son âme au projet urbain et paysager avec une dimension sociétale qui nous touche et qui exprime très simplement Jocelyn Trulès, directeur général des services. Nous avons décidé que tous les nous avons décidé que tous les logements devaient avoir une vue sur la mer ou la montagne. Chacun a droit à sa part de bonheur. Voilà, donc on aime bien aussi cette prise en compte de l'humain et cette chaleur à son endroit. On fait tout ça pour les gens, hein. Voilà. C'est pour nous. Donc, on souhaitait terminer cette bulle par l'évocation de ce projet urbain et sociétal qui rassemble des acteurs qui nous tiennent à cœur et qui animent nos bulles. Donc déjà, toi, Didier, en tant que paysagiste du projet, Christian Charignon, que tu as cité et qui était urbaniste sur le projet, Dominique Gozin-Muller aussi, qui a publié le bel ouvrage Le défi de Beau Séjour, qu'on mettra en référence aussi dans les ressources du fil de la bulle. Et aussi le doux rêve qu'on partage depuis de nombreuses années et dont on t'a déjà parlé, d'essayer de faire un jour un voyage d'études tous ensemble à La Réunion sur ces thématiques. Même si le voyage à longue distance est un peu compromis, voilà, aussi au niveau des… C'est pas très écolo, mais aussi… C'est pas très écolo, voilà. Là, on part en bateau et on fait des conférences pendant un mois sur le pont. Ça il faut se donner le temps, voilà. Il faut penser en temps long maintenant. Donc, en pensant au temps plus court, on se donne rendez-vous pour poursuivre ce voyage pétillant avec la suite de notre programmation dès la semaine prochaine. Tu peux peut-être passer la slide suivante, Didier. Voilà. Merci. Celle-là ou la suivante ? Celle d'après encore. Donc, on se voit la semaine prochaine avec Laurent Boiteux, avec qui nous réenchanterons nos quotidiens professionnels, avec le mot d'ordre lancé par Laurent, chacun avec soi et tous pour nous. La semaine du 22 juin, on vous proposera une bulle sur le confort d'été, donc avec des thématiques et des enjeux connexes à ceux d'aujourd'hui, avec Karine Laprès. Et toujours la bulle surprise d'avant-vacances. On ne va pas vous déflorer aujourd'hui. Et quelques infos sur l'actualité de la SCOP Les Deux Rives. Donc, on peut passer à la diapo suivante, et ce sera la dernière. Déjà, un petit mot sur la formation des DQE. Vous pourrez retrouver les sujets que nous soulevons durant ces bulles dès la rentrée dans le cadre des formations des DQE qui redémarrent à Lyon, au CAU Rhône Métropole, à Strasbourg, à l'Ordre des Architectes et à Dijon, à la Bourdonnerie. Donc, un petit rappel de ce qu'est la formation des DQE. C'est une démarche multi-acteurs, pluridisciplinaire et transversale que nous organisons depuis 2003 dans l'optique de nous préparer à ce monde d'après dont on nous parle beaucoup ces derniers temps, en maintenant les approches écologiques et sociétales avec nos intervenants qui ont été déjà présents dans les bulles précédentes, donc Christian Charignon sur l'urbanisme, Samuel Courget sur la réhabilitation des isolants, Vincent Colliati sur le passif, Marc Barra sur la biodiversité, Claire-Sophie Quedevet sur les questions de santé, Jean-Louis Baumier sur l'acoustique, Laurent Boiteux sur le changement de posture professionnelle, toi, bien sûr, Didier, sur la question de la gestion des eaux de pluie et leur intégration paysagère, et Dominique Gozin-Muller en voyage au Vorarlberg, et bien d'autres intervenants encore. D'ailleurs, un petit clin d'œil par rapport à ce que tu nous montrais tout à l'heure, le voyage d'études des DQE de cette année va passer par Tübingen, et donc on visitera les écoquartiers, notamment le Mühlenviertel, dont tu nous montrais quelques photos tout à l'heure. Je trouve même mieux que le Französische Viertel, plus intéressant. On le redécouvrira au printemps 2021 avec la DQE, effectivement. Et un rapide mot sur les formations qu'on a initiées en classe virtuelle et qu'on a inaugurées la semaine dernière en petits groupes avec des formats d'intervention d'une demi-journée séquencés, adaptés au distanciel, en attendant de se retrouver physiquement à la rentrée. Donc, la programmation d'avant l'été, c'est un sujet sur la construction paille avec Vincent Colliati du Bureau d'études Terre Énergie.
une formation sur l'humidité dans les parois avec Samuel Courget, sur le traitement acoustique intérieur avec Jean-Louis Baumier, sur confort d'été et confort d'hiver pour éviter les surchauffes avec Vincent Cogliatti, et la santé dans les bâtiments performants avec Claire-Sophie Codevez de Medieco. Et nos formations courtes à partir de la rentrée, donc à Lyon, Dijon, Strasbourg, Paris, Caen et Nîmes, qui sont des extraits, approfondissements et compléments des formations des DQE, et dont les sujets s'affichent à l'écran. Et pour finir, pour amorcer la rentrée Ensemble et Autrement, un atelier collaboratif sous forme de workshop à l'écocentre La Ferme de Chenèvre dans le Jura, sur le sujet réhabilitation performante in situ de la théorie à la pratique, qui aura lieu tout début septembre. Et comme d'habitude, les replays et les enregistrements audio des webinaires sont visionnables sur le site Faire Ensemble et Autrement. On vous enverra les liens d'ici la semaine prochaine avec toutes les ressources qu'on a évoquées aussi durant ces presque 2 heures passées ensemble. Et donc, merci encore pour votre participation à toutes et à tous. Merci encore Didier pour ton intervention inspirée et inspirante. Et belle semaine à toutes et à tous. Vive la pluie. Vive le bonheur. Voilà, et à très bientôt. Au revoir. À bientôt, merci beaucoup.